T'en as quand même 3, hein. Ça s'équilibre. Alberto. Allez, hop. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu n'aimes pas perdre? Moi, j'adore. Oui, t'as pas l'air mauvais perdant. T'as l'air trop gentil. Ah, dis donc, Thierry, il arrête pas de me... Oui. Ah, attends, je fais plus toi. D'accord, merci. Merci comme ça. Il est sympa, Étienne. Merci. Et tu sais que... On sait bien que tous sont des gens Il faut que tu le compétitifs. fais parce que... Non, mais nous sommes des gens compétitifs. On aime bien gagner. C'est un plaisir, Alberto. Même quand on joue à des jeux comme Bon, on ça. va voir. Maintenant, hein, on va essayer On de... aime bien gagner. Tu as raconté l'histoire de... Attends, je peux faire une interview? Oui. Vous avez raconté l'histoire du tennis? Non. Il y a très très longtemps, j'ai été invité par Gromov et Gromov il me dit tiens, il y a un terrain de tennis, j'ai jamais joué au tennis. Ben, moi j'ai dit j'ai jamais joué au tennis. Ah, là, ça va plus, là, de ce côté-là. Ah, c'était tout récent. Non, excuse-moi, j'ai regardé le niveau là. Eh bien voilà, mes chers amis, nous sommes ici pour parler d'un mathématicien qui est mort il y a 100 ans. Alors, on va essayer d'abord de discuter un peu de ça, si vous voulez bien, puis après, on verra comment on peut filmer ça. C'est pas évident. Je vais vous demander aux uns et aux autres ce que vous pensez de la manière de procéder pour ce film qui nous fait un peu peur. Cédric. Oh là là c'est compliqué parce que Poincaré, on se le voit de plein de prismes différents, plein de facettes différentes. Hein. D'abord, on sait, il était à la fois matheux, physicien, ingénieur, philosophe, tout ce qu'on veut. Et puis, il travaillait sur tous les sujets. Et puis, il était assez confus. Il sautait de l'un à l'autre. Il faudrait que le film soit un peu confus. Thierry, le physicien. Comment tu te sens par rapport à Poincaré, le physicien? C'est une figure mythique, effectivement. C'est un des derniers grands personnages qui faisait de la physique à très haut niveau, des mathématiques à très haut niveau, qui pouvait prendre parti sur des problèmes philosophiques ou le droit de l'homme dont on parlera, j'imagine. Et donc ça, c'est un petit peu une image à laquelle on aimerait ressembler un petit peu. Alberto, raconte-nous ton rapport intime avec Poincaré. D'abord, Poincaré est mon héros, dès que j'étais petit, disons. Et après, je crois que dans ma vie mathématique, chaque jour, j'utilise un théorème, une idée, quelque chose de Poincaré. Je crois que c'est facile à faire un film de lui, parce qu'il a tellement de choses à parler, personnalité. C'est pas facile, non, c'est pas facile. Il me fait peur, Mais c'est une personnalité incroyable. Et, Monsieur Poincaré, quand on vous demande à quoi ça sert les mathématiques, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai écrit, je ne suis pas sûr de me souvenir exactement de ce que j'ai écrit, mais je dis, le but de la recherche scientifique ne doit pas être de diminuer les souffrances humaines. Car, pour diminuer les souffrances humaines, il suffirait tout simplement de détruire l'humanité. Diminuer les souffrances humaines est un but négatif. Nous devons poursuivre la recherche de la vérité. Voilà ce que j'ai écrit. La recherche de la vérité, et vous avez ajouté, ce doit être le but de notre activité, c'est le seul objectif qui en soit digne. Voilà, le seul but de notre activité, c'est ça que j'ai écrit, exactement. Merci de me le rappeler.
Regarde, là-bas, il y a un arbre mort qui est... Bon, il a beau être mort, il ressemble à un arbre mathématique. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre mathématique, Alberto? Ah, voilà. C'est-à-dire c'est comme une autoroute où il n'y a pas de... Où il n'y a pas de boucle. Il n'y a pas de boucle. Alors, allez, on va aller voir, il y a cet arbre mort. Je filme Alberto voyant un arbre mort. Presque mathématique. C'est un arbre qui n'est pas tout à fait mathématique. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mathématique? Parce qu'il est gros. Ah, et les arbres mathématiques sont pas gros. Ah, mais non, on fait des lignes. Ah, bon, j'ai vu un beau triangle quelque part, moi. Ah oui, on va faire... partout, mais... Alberto, on va dessiner des triangles sur l'arbre. Ah oui, et je mets... Ah, ça sera le point A. Je mets les Et moi, je vais tracer à la craie on va mettre le point A, le point B, le point C. Ah ah. Ça fait une bifurcation. Hop, ça tourne à gauche. Ah ah. Voilà, assez. Voilà. Et maintenant, on va faire le troisième côté du triangle. Oui. Hop. Et je fais C. Hop. Et voilà, mon triangle. Ah ah. B, C. Mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce triangle? On voit que les côtés ici, BC, BA et AB, en fait, ils sont presque pareils. Il dit que le triangle est fin. Oui. Ça veut dire que la géométrie sur cet arbre est non euclidienne. Mhm. Cette idée de l'arbre qui illustre la géométrie non euclidienne, moi ça m'a beaucoup inspiré, quoi. Quand Gromov arrive et il nous dit, bah voilà, il faut faire des dessins sur des arbres, et ça donne une intuition de ce à quoi il faut penser pour la géométrie non euclidienne, moi je trouvais ça très éclairant, quoi. Oui. Effectivement, cet arbre qu'on voit là, c'est une version du disque de Poincaré. Ouais, ça me plaît bien cette image. Par exemple, pour notre bouquin, ça fait une adresse en 4 signes. 4 lettres. D'accord. Il coupe tout sauf ça. Ça fait rire chez moi, parce que j'ai cette croyance qui est sûrement fausse d'ailleurs, mais que c'est pas grave. Poincaré a expliqué longuement, parce que les gens qui sont autour de lui, ils lui disent, mais c'est laquelle qui est vraie? Est-ce que la géométrie euclidienne, elle est vraie, ou est-ce que c'est la géométrie non euclidienne qui est vraie? Laquelle des deux est vraie? Et il a cette phrase magnifique, il dit, et je vous répondrai, cette question n'a pas de sens. Certaines géométries sont plus commodes que d'autres dans certaines situations. Mais qu'est-ce que c'est que non euclidien alors? Par exemple, lorsqu'on se déplace d'un endroit en France à un autre endroit, ce qui compte, enfin ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la distance au sens géographique, mais c'est le temps qu'il faut. Alors on a affaire à une géométrie qui n'est pas du tout euclidienne. Souvent, il faut passer par Paris au lieu d'aller en chemin droit. Et cela déforme un peu conceptuellement, mais aussi, j'insiste, pratiquement, la carte de la France. Et produit quelque chose qui est tout à fait non euclidienne. Est-ce que c'est vraiment important pour les événements de tous les jours, pour la vie réelle, pour le physicien que je suis Justement, je crois que c'est ça. On peut probablement dire que c'est la contribution de Poincaré, quoi. Poincaré, il nous explique que c'est vraiment une géométrie qui est omniprésente et utile. Utile en maths, mais également à l'extérieur des maths, en physique, et puis dans un, je dirais même en philosophie. C'est-à-dire, c'est une façon de se libérer vraiment de se libérer du carcan de la géométrie euclidienne. Ça a engendré une liberté dans le monde artistique, par exemple. Tout à coup, les artistes se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus obligés de se limiter à ce qu'on apprenait dans les cours de perspective dans l'école des beaux-arts. Tout à coup, ils se sont libérés des contraintes de la géométrie euclidienne. Et l'étape clé qu'a franchi Poincaré, comme disait Étienne, c'est vraiment la liberté qu'il donne aux gens de penser à des géométries différentes, voire une infinité de géométries,
les unes aussi cohérentes que les autres. Par exemple, si on peut utiliser la géométrie dans des problèmes de biologie, bon, ça, à l'entendre comme ça, on a l'impression que c'est une hallucination. Mais ce qu'on entend par là, c'est que beaucoup de problèmes, par exemple de biologie, de physique, des applications diverses, peuvent être, comment dirais-je, réinterprétés comme des problèmes de géométrie. Or, s'il n'y a qu'une seule géométrie, enfin, les possibilités d'interprétation comme ça sont très très limitées. Mais s'il y a beaucoup de géométrie à notre disposition, eh bien, et de plus, des géométries flexibles, alors on peut les interpréter, on peut les adapter à énormément de situations pratiques. Cette géométrie non euclidienne apparaît partout, dans des structures arborescentes, ou quand on regarde le développement d'une feuille, ou la plupart des développements qui se font par des mécanismes locaux, une cellule qui se développe, ou a souvent tendance à prendre une géométrie qui est une géométrie non euclidienne. Sommets, c'est-à-dire points qui sont connectés à tout le monde, mais ce sont de grands centres. Et la plupart Ici, d'autres casseroles, mais si la surface intérieure de la casserole est blanche, c'est très bien. Avec d'autres casseroles, c'est pas simple. Et c'est un livre que je trouve vraiment remarquable parce que la préface est très générale et elle expose les différentes théories dont on disposait à l'époque pour expliquer l'origine du système solaire. Nous ne pouvons donc terminer que par un point d'interrogation. Autrement dit, il explique que c'est un sujet passionnant, c'est un sujet sur lequel on ne sait pas grand-chose, mais c'est pas parce qu'on ne sait rien qu'il ne faut pas en parler. Oui, moi, ce que je vous propose, c'est que l'un d'entre nous se transforme en Poincaré et lise la première page. Le problème de l'origine du monde a de tout temps préoccupé tous les hommes qui réfléchissent. Il est impossible de contempler le spectacle de l'univers étoilé sans se demander comment il s'est formé. Nous devrions peut-être attendre pour chercher une solution, que nous en ayons patiemment rassemblé les éléments et que nous ayons acquis par là quelques espoirs sérieux de la trouver. Mais si nous étions si raisonnables, si nous étions curieux sans impatience, il est probable que nous n'aurions jamais créé la science et que nous nous serions toujours contentés de vivre notre petite vie. C'est super, ça. Bien. Très juste. Curieux sans impatience. Le système solaire nous présente le spectacle d'une parfaite harmonie. Les orbites des planètes sont presque toutes circulaires, toutes à peu près dans un même plan, toutes parcourues dans le même sens. Ce n'est peut-être l'effet des hasards. Certes, il y a encore bien des gens qui tiennent un Dieu créateur pour une hypothèse nécessaire, mais ils ne conçoivent plus l'intervention divine comme le faisaient leurs devanciers. Leur Dieu est moins architecte et plus mécanicien. Et il reste alors à expliquer par quel mécanisme il a tiré l'ordre du chaos. Ça pose le problème opposé à ce qu'on disait hier. Hier, on disait que les lois de la nature faisaient converger vers la mort, que l'ordre disparaissait. La soupe uniforme. On arrivait dans une soupe uniforme. Et là, Poincaré nous dit comment ça se fait que...
Alors évidemment, le c'est système pas solaire dans lequel on est. évidemment, c'est pas contradictoire parce que comme tu as une expansion globale, tu peux avoir un mouvement global d'aller à de très grandes échelles vers une situation moins ordonnée, mais à une C'est petite pas échelle contradiction, plus mais n'empêche ordonnée. que ça requiert une explication. Qu'est-ce qui se passe pour que tout à coup... Oui. Alors, ce qui m'a frappé dans cette préface, c'est que si des particules, un grand nombre, s'entrechoquaient, continuaient, on tend vers cette soupe, cette pagaille uniforme. Mais Poincaré dit justement qu'en fait, et je ne sais pas jusqu'à quel point on peut pousser ce point, que en fait, ce qui crée l'ordre, commence à créer l'ordre, c'est la perte d'énergie, c'est la dissipation. C'est le frottement. Oui. C'est-à-dire que si chaque collision est complètement au hasard et il n'y a pas de perte d'énergie, ça continue avec la même, comment dirais-je, énergie, eh bien, ça va tendre vers le chaos. Mais la viscosité, c'est que il y a deux choses qui se rencontrent et en fait, à la limite de très très visqueuse, à la limite du frottement, les deux choses se collent. Et là, forment quelque chose d'un peu plus grand, une autre chose se colle, et ainsi de suite, et ça commence à créer une structure. Bon, il faut peut-être quand même expliquer ce que Poincaré explique dans ce livre. Ouais. C'est donc la théorie de Laplace selon laquelle le système solaire commence par une énorme boule de gaz. Quand on dit gaz, c'est pas vraiment un gaz, hein, c'est une collection d'objets célestes et qui tourne à vitesse lentement, à vitesse constante. Et donc, dès l'âge de 24 ans, cette question des masses fluides en rotation l'a préoccupé. C'est absolument merveilleux. Il fait le dessin suivant. Une Terre fluide, hypothétique. Maintenant, je me commence à la faire tourner lentement. Très lentement. Ça va se dilater du côté de l'équateur, ça va se contracter du côté du pôle Nord, et on peut imaginer que la courbe qui est ici peut être une ellipse parfaite. C'est un ellipsoïde de révolution, comme on dit, en rotation. Et ça marche si la vitesse de rotation, qu'on note oméga, est assez petite. C'est ce qui se passe pour notre Terre. La Terre tourne assez lentement. Jacobi a démontré que quand le truc se met à tourner, il y a un moment où cet ellipsoïde qui est parfaitement rond au niveau de l'équateur perd sa rotondité et devient une ellipse au niveau de l'équateur. Et ce qu'a démontré Poincaré, c'est que quand on prend l'ellipsoïde de Jacobi, avec ses trois axes différents, et on continue à faire tourner plus vite, il arrive un moment où l'ellipsoïde perd sa stabilité, et il a trouvé une forme extrêmement étonnante, c'est un menhir. Le menhir de révolution, et Poincaré a démontré que cet objet existe. C'est la première fois que on parle de bifurcation. C'est un phénomène que... Poincaré a dit quelque chose comme un phénomène que j'oserais appeler bifurcation. Bifurcation, oui, qui maintenant est essentiel dans toutes les sciences. Non? Je peux proposer un excellent exemple de bifurcation. Prenons une feuille de papier et j'appuie sur les deux bords, comme ça. À un moment donné, si je continue à augmenter la poussée, la pression, pouf, ça se déforme. Et ça s'appelle le flambage à propos. Pouf. Et c'est une bifurcation d'un régime à un autre. Et la même chose, si je mets une bille ici, au fond de la vallée, mais c'est une petite vallée, et la bille est au fond, elle ne sait pas qu'il y a une autre vallée à côté qui est plus basse. Et la bille, elle est tranquillement au fond de sa petite vallée, tranquillement stable. Et puis s'il y a une érosion progressive qui va éroder progressivement la vallée, là, elle est toujours au fond de sa petite vallée, et puis ça se passe tout tranquillement, et puis un jour, la vallée, la montagne ici, la colline ici a été érodée, et ce jour-là, la bille tout à coup se rend compte qu'elle peut tomber et qu'elle aura beaucoup d'avantages à tomber, et elle tombe tout à coup. Donc le phénomène de l'érosion est un phénomène continu, lent, progressif, et pourtant la bille qui est ici, qui est tranquillement au fond de sa vallée, un jour, elle tombe. Donc l'observateur extérieur, il voit rien, et tout à coup, paf,
C'est ce qu'on appelle une bifurcation. Et alors ces bifurcations, celle de Tadashi ou celle-ci, ont beaucoup d'exemples en physique. On parle d'universalité, on peut regrouper selon ces bifurcations énormément de phénomènes physiques. Cette forme est très intéressante, elle est longue, et si on voit comme ça, c'est comme si c'était une forme, disons, ellipsoïdale. Mais Thierry, appuie-moi dessus, mais tout doucement, et continue à appuyer de plus en plus fort. D'un coup. Et là, tout d'un coup, de façon discontinue, c'est passé à une autre solution, si vous voulez. Et c'est comme si on passait, l'ellipsoïde n'était plus stable, et c'est cette forme qui est devenue stable. On passe d'une vallée à une autre vallée, et ça a une application pratique parce que, mais il suffit de faire ceci, pardon. Il suffit de faire ceci. Pour résumer, c'est quand même Poincaré qui a dégagé ce concept. Voilà. Et il a dégagé ce concept sur l'exemple des masses fluides en rotation. Moi, c'est ça que je trouve génial. Hein. C'est que sur un exemple extrêmement concret, pratique, physique, Pertinent. et pertinent, il a réussi à dégager l'idée générale de bifurcation qui a vraiment envahi toute la physique, mais aussi toutes les maths, quoi. Donc, C'est intéressant quand même que le mathématicien que tu es dit qu'il faut... C'est merveilleux d'avoir commencé sur un problème pertinent. Donc Oui, oui. physiquement pertinent, c'est... je trouve que c'est une très belle phrase, mais c'est Cédric qui vient de le dire. Non, mais c'est vrai, ça. D'abord, ça rend le problème encore plus beau. La morphogénèse. Alors pour les tâches, des tâches de zèbre, de zèbre, des tâches de léopard, sur les équations de réaction-diffusion. C'est Turing c'est Turing qui a été le premier à étudier ça d'un point de vue mathématique. Pourquoi Turing a fait ça? Il a compris l'instabilité dans ses équations. C'est un exemple où tu veux, où ce qui est intéressant, c'est la phase d'instabilité, parce que ça va permettre d'avoir une apparition de pattern au lieu que ce soit des détails homogènes. Et il a étudié les équations. Donc à ce moment, je quittais Caen où j'habitais alors pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé. L'idée me vint que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiais le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Donc ça, c'est un épisode célèbre qui est connu de le moment où Poincaré marche sur la marche du tramway et hop, l'idée jaillit. Il y a une chose qui ressort vraiment très très clairement dans ce texte, je trouve, c'est ce qu'on appelle parfois le néoplatonisme, je ne sais pas comment il faut dire, des mathématiciens, hein, qui est vraiment l'idée que le mathématicien se promène dans un monde d'idées et que ces idées existent indépendamment de nous. Et il le dit très explicitement que c'est un voyage, une espèce d'explorateur dans un champ à découvrir. Et bon, vraiment la plupart des mathématiciens pensent comme ça, quoi. Peut-être 90% de nos collègues. Oula, tu crois? Ah, je pense. Je Moi, pense que c'est très majoritaire. Je pense que ça évolue. Ah, moi je crois que ça évolue. Je pense que ça revient en force, mais je pense que... Faisons un petit sondage express. Est-ce que tu as l'impression qu'on découvre ou qu'on crée les mathématiques? On découvre. On découvre, moi aussi. Ah, là, j'hésite. Moi aussi, Même s'il y a des logiciens, des penseurs, tout ça qui essaient de me convaincre du contraire, et qui ont peut-être raison, je pense que c'est ma seule façon de vivre les maths, c'est de faire comme si je découvrais. Oui. Sinon j'aurais beaucoup moins de plaisir à en faire. Je suis assez d'accord avec le fait que c'est difficile en tant que mathématicien dans la pratique de pas avoir l'impression de découvrir, mais en fait ce dont j'ai l'impression
J'aimerais dire qu'on découvre une construction qui nous est commune. Et dans ce sens-là, je pense que j'ai pas besoin de me raccrocher à un univers platonicien d'existence d'objets mathématiques. Ton quotidien, là, quand tu travailles, est-ce que tu n'es pas vraiment en train d'essayer déterrer des objets qui sont des gens qui sont enterrés? Dans mon quotidien, encore une fois, je pense qu'on crée ces objets, que notre cerveau crée ces objets et qui... Donc dans notre petit groupe, tu es seul contre tous. C'est une position que j'aime bien. Non, mais je pense que par exemple Cédric, je ne sais pas s'il est celui qui a la meilleure réponse, mais une chose est sûre, c'est que dans tous les exposés que tu fais devant des grands publics, etc., cette question, est-ce que vous découvrez, est-ce que vous inventez, elle est absolument permanente. Elle vient toujours. Toujours. Oui. C'est quelque chose qui interpelle les... Oui. Ce que je réponds, c'est qu'on peut débattre, que c'est une question de religion, parce qu'on peut pas vraiment, c'est une croyance intime qu'on peut pas vraiment prouver. Mais j'aime bien rappeler que c'est pas seulement un débat philosophique ou sur le sexe des anges ou qui sait quoi. Ça influe sur notre façon de travailler. Quand on travaille en étant persuadé qu'on découvre, on va chercher le miracle, consciemment ou inconsciemment. On va chercher un truc qui est là. Tandis que quand on travaille en croyant qu'on crée, on se demande comment je fais, comment j'appréhende le truc. Ce ne sont pas les mêmes réflexes. Peut-être qu'il y a aussi cette question que Poincaré aborde, ce flash qu'il a en mettant le pied sur le... Est-ce que vous avez eu des expériences analogues? Absolument. Je crois tous. C'est un flash qui vient avec une certitude absolue, avec une beauté, et on sait qu'on est dans les bons chemins, presque toujours. Est-ce que déjà tu as eu un flash d'une certitude, et puis après tu t'es rendu compte que bien sûr que oui, bien sûr. On a quand même cette certitude peut arriver, surtout lorsqu'on travaille de manière un petit peu théorique et qu'on n'est pas trop proche des expériences, ça arrive. Ce que j'aime beaucoup dans le texte, c'est l'alternance entre démarche consciente et démarche inconsciente qui est très vraie. Alors moi j'en ai une, celle qui était la plus marquante peut-être. Alors il s'agissait, pour le coup c'était un calcul, il s'agissait de trouver la bonne méthode, la bonne manière de faire le calcul. Et après une nuit saccagée par des tentatives qui n'aboutissaient pas, T'as pris un café à ta manière inhabituelle? Non, j'ai dormi quelques heures et au réveil, et je vous jure, au réveil, il y a une voix qui me parlait dans ma tête et qui me disait comment il fallait faire. Ça chuchotait, tu prends la tension de Fourier, tu fais passer de l'autre côté, tu inverses. C'était pas une voix qui te disait boute les angleurs de France? Voilà, c'est ça tout de suite. Par les physiciens. Le congrès de Solvay avec tous les grands physiciens de l'époque. Oui. Et quelques grands mathématiciens. Avec Marie. Marie Curie. Alors on voit là. Albert Einstein. Voilà. On voit là, il y a une fille parmi combien? Une quinze, vingtaine. Un peu plus que parmi nous. Un peu plus que parmi nous. Ah oui, donc c'est mieux que parmi nous. Hein. C'était quelle année ce congrès Solvay? C'est 1911, je crois. Ah, une année avant qui... Donc 1911, rappelle-moi, donc la mécanique quantique commençait à exister, la relativité restreinte. La grande année de Einstein était 1905. La grande année d'Einstein, c'est 1905. Donc voilà, et au niveau de la mécanique quantique, c'est avant Heisenberg et Schrödinger, donc c'est l'époque dite pré-quantique presque. Hein, c'était les règles. Là, j'ai cette photo dans ma chambre. C'est vrai.
Mais Henri Poincaré fait peu de politique. Mais il en a fait, si, il en a fait à propos de l'affaire Dreyfus. Ah, Il s'est impliqué dans l'affaire Dreyfus assez fortement. Mais en tant que scientifique, c'est assez, Oui. enfin, pas en tant que militant politique. Même en tant que mathématicien. En tant que mathématicien. Quel titre? À titre oui, personnel. De collègues. Oui, de collègues. Et là, il va vraiment témoigner, mais vraiment toujours en gardant cette idée de scientifique, c'est-à-dire il ne témoigne pas sur l'ambiance générale, etc. Il est là sur la méthode, comment est-ce que ça... C'est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une sorte de création de police scientifique, ça coïncide à cette... Sa conclusion, c'est... Sa conclusion est que c'est du pipeau. C'est du pipeau, et là, ça participe certainement pour beaucoup à la réhabilitation de Dreyfus. Et une bonne question, c'est... bon, la police scientifique est bien établie maintenant, mais est-ce que les mathématiciens jouent vraiment ce rôle, les mathématiciens, les physiciens, les scientifiques, jouent vraiment ce rôle politique qu'ils avaient au début du XXe siècle? Finalement, assez peu. Pourquoi? Ils ne sont peut-être pas entendus par les politiques, ou peut-être que c'est nous-mêmes qui nous impliquons trop peu? Les grands mathématiciens. Les grands mathématiciens étaient très très impliqués dans la vie. Qui était au comité central du Parti communiste. Il y a plein de... Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que... C'est extrêmement limité. Michel Autain. Voilà, les scientifiques sont plus vraiment des intellectuels comme ils étaient à l'époque, engagés. Parce qu'on passe trop de temps à écrire des rapports d'activité. Ça, c'est une possibilité. En Union soviétique d'autrefois. Je laisserai une explication, c'est que la politique dans les années 60-70, c'est quelque chose d'assez... qui voit l'abstrait comme quelque chose d'important. C'est-à-dire, il y a déjà, même le marxisme, c'est une théorie qui est quand même... qui résonne bien avec les maths, qui est assez abstraite, et puis il y a tout le mouvement structuraliste, la gauche des années 60-70 est assez abstraite, et je pense que ça rentre bien en résonance avec les mathématiques, et maintenant, j'ai l'impression que ce qui a gagné politiquement, et même dans le militantisme de gauche, c'est beaucoup plus pragmatique, etc., et peut-être que c'est pas sans lien avec le fait que l'engagement des mathématiciens est faibli beaucoup. Il y a quand même une vraie politique, il y a quand même une notion de vraie politique. Alors, soit ça il y a des moments... Est-ce qu'on peut couper les melons? Est-ce que tu peux compter le nombre de sommets, le nombre d'arêtes du melon? C'est bien, c'est bien. D'accord. 1, 2. Moi j'ai compté sur le mien. Il y a 10. Il y a 10. Attends, on a un théorème là, c'est toujours 10. 2 sommets. Ah oui. Le théorème d'abord. Non. Pour Non, tout ça ce c'est lien, toi. il y a 10 faces. Non mais, alors, 2. On n'aura pas oublié le sitôt. Comment est-ce qu'on peut construire comme ça, imaginer des espaces de dimension 3? Eh bien, on pense déjà à un espace à 2 dimensions, par exemple la surface de la Terre, ou la surface d'une bouée, par exemple, et on l'épaissit un petit peu. Et ben, ce qu'on constate, c'est que le bord d'un côté ressemble au bord de l'autre côté, le bord des 2 couches. Donc il y a un moyen d'identifier ces 2 côtés. Et ben, on va dire que quand on arrive par un côté, on rentre par l'autre. Tout le mystère est dans la manière de recoller la face du haut avec la face du bas. Et jusqu'à présent, on avait des moyens d'essayer de voir que 2 espaces n'étaient pas les mêmes, mais c'était des moyens assez rudimentaires. Et ce qu'a proposé Poincaré, c'est une nouvelle façon de distinguer ces espaces. Et là, c'est évident que ces 2 espaces ne sont pas les mêmes, la surface du melon et la surface du tore. Mais là, Alberto, il a un moyen de le montrer. C'est-à-dire qu'ici, si on noue un petit lacet, si on fait une petite courbe qui se ferme sur le melon, et on peut toujours la déformer et tout ratatiner en un point. Alors que sur le tore, si on prend une petite courbe qui fait le tour comme ça, on pourra jamais, on a beau la bouger dans tous les sens, on n'arrive pas à la ratatiner en un point. Donc voilà vraiment ce qui distingue le tore du melon. Donc ça, c'est une idée qui paraît un petit peu bête sur ces surfaces-là, mais qui est fondamentale.
Parce que cette idée, Poincaré montre qu'on peut la développer dans des espaces bien plus compliqués, qu'on n'arrive même pas à dessiner, qu'on n'arrive pas à se représenter. C'est vraiment une conquête de Poincaré. Il a inventé des outils, comme ce que vient de nous expliquer Nicolas, avec des lacets, etc., pour rendre cette étude purement qualitative en une étude quantitative, et tellement quantitative qu'elle est algébrique. Et c'est pour ça qu'on dit en général que Poincaré est le fondateur de la topologie algébrique. Je vais courber ce papier en S, pour ainsi dire, et j'ai fixé la forme à l'aide de deux trombones, ici et ici. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je me mets à tirer les deux bouts du papier? Eh bien, vous voyez que les deux trombones se rapprochent de plus en plus. Si je continue à tirer davantage, pouf, ça saute. Thierry montre à tout le monde ce qui se passe. Oh! Ils se sont enlacés. Alors, ça c'était la version 0, la version primitive. Maintenant, je voudrais vous montrer quelques variantes qui vont nous mener à la topologie. Je prépare exactement la même configuration que tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ai ajouté un élastique. Il y a deux boucles, ici et ici. Ce qui arrive, c'est ceci. L'élastique reste sur le papier, les deux trombones ensemble. Bon, le gain est appréciable. Il n'y a plus besoin de ramasser les trombones. Voilà, Cette c'est joli. ne sert plus à rien. Une troisième expérience à faire, c'est 2 plus 2. Alors, c'est comme ça parce que ça c'est 2, et tourner derrière, vous voyez que c'est une autre copie de 2. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout va chuter et tout va tomber. C'est ce que j'ai pensé lorsque j'ai découvert cette manip. Cette fois-ci, toutefois, tout reste sur le papier. Donc, cet élastique n'est pas du tout lié au papier, mais il y est seulement grâce à l'autre élastique. De même, si on faisait disparaître cet élastique transversal, l'élastique du milieu tomberait. Donc, on considère que le papier est le dernier élastique, dernier cercle. Nous avons ici un système de 3 cercles qui ne sont pas 2 à 2 enlacés, mais 3 ensemble, ils sont coincés. Et ça s'appelle l'entrelac borroméen qui se présente comme ça. C'est un objet. Vous voyez que si je fais disparaître ce bois, le bout de bois que je tiens, les deux autres peuvent se détacher. De même, de même. Et on peut les mettre par terre comme un tripode et mettre par exemple quelque chose par-dessus, comme ça. J'ai une proposition à faire. Alors, on va mettre toutes les billes dans une position presque
assez régulière, on va lancer une bille blanche, ça va faire un peu le chaos, et on va compter combien de billes il y a par chaque bande. Et puis on va faire une deuxième fois, ça sera différent, mais on va voir si c'est les mêmes répartitions. Ça vous va ça? On peut faire plusieurs expériences en parallèle. On peut aussi regarder à chaque fois quelle est la position finale de la boule noire et une boule marquée. Ah, c'est très bien. C'est Ça, on a à la fois des statistiques et on peut faire les deux à la fois. Voilà. Ça sera peut-être plus parlant si on coupe en longueur. À gauche et à droite, et on regarde où est la position J'essaie de noire. mettre Et on peut le pas là. Il y a deux tableaux. Mais je vais te dire où est le milieu. C'est là. Et tu vas mettre Position de la noire. position, on mettra à droite ou gauche. Allez. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien embêtant parce que Le noir est au centre. Le nord n'a pas bougé. Le noir n'a pas bougé. À mon 1, avis, 2, 3, 4, non, mais 5 et 6. 6 du côté droit. Et la position de la boule noire, donc on a dit qu'elle était à droite. disons. Je sais pas si ça va être très significatif notre truc. Je pense que 6, on aura... voilà. Maintenant on fait des moyennes. 30, 38, 43. Divisé par 8 s'il te plaît. Divisé par 8, tu peux faire la moyenne. 28. Mais attendez, quand même. Non, on fait pas. Ça J'ai envie de dire que c'est trop bon, non? Le résumé, c'est que même si Tadashi envoie presque toujours la même boule blanche sur presque toujours le même triangle, ça va dans tous les sens, c'est complètement chaotique. Une petite modification de la cause peut avoir des grandes conséquences sur les effets. Ça, c'est une première chose, c'est ce qu'on appelle la dépendance sensible aux conditions initiales. Mais ça n'est qu'une seule chose. La chose qui est beaucoup plus importante, c'est ce qu'on a plus ou moins constaté là, c'est que même si la répartition exacte des billes de billard après qu'on ait frappé dépend de la condition initiale, ça peut changer complètement. Il n'empêche que quand on regarde ce qui se passe après un certain temps, la statistique est absolument insensible aux conditions initiales. Et c'est ce fait qui est vraiment un fait positif. Alors, c'est vrai, c'est connu pour le billard, mais c'est probablement pas connu pour plein d'autres systèmes physiques, comme par exemple... Très peu de systèmes. Par exemple, si au lieu de penser que c'est une bille de billard, c'est une molécule dans l'atmosphère qui se balade, et si au lieu de penser que les molécules, au lieu de se taper élastiquement, elles se tapent, elles interagissent entre elles dans l'espace, alors là, on ne sait rien. Non, mais... Il y a une morale qui est très importante. Souvent, on dit que le système est chaotique, donc on ne peut pas faire de prédiction. Mais au contraire, on a vu que si on parle de moyenne statistique, on peut faire des... C'est beaucoup mieux qu'il soit chaotique. En fait, bien sûr. En fait, paradoxalement, et peut-être on a une très bonne information à la fin, justement parce que le système est très chaotique. Mais ça, c'est un moral aussi général qui sous-tend toute la théorie classique des probabilités. Plus c'est aléatoire au niveau d'une expérience individuelle et plus c'est déterministe au niveau des statistiques. Quand on parle de Poincaré, fondateur de la théorie des systèmes dynamiques, etc., je pense que ça serait pas bien de réduire au chaos et au système chaotique. C'était pas du tout chaotique au début de la carrière de Poincaré. Poincaré, il a commencé en 1881, donc vraiment très jeune, à faire ce qu'on a appelé la théorie qualitative. On a trouvé les cycles limites, les choses comme ça. On peut peut-être donner des exemples de cycles limites. Ouais, le pendule, par exemple, le pendule amorti ou le pendule forcé. Je vais choisir un exemple pour vous prendre dans un champ. Il y a des lapins et des renards. Si il n'y a pas du tout de renards, c'est-à-dire que si le nombre de renards est 0, et disons qu'il y a beaucoup d'herbes dans le champ, s'il y a un certain nombre de lapins,
eh bien, le nombre va augmenter parce que les lapins vont se reproduire. Je ne vais pas expliquer ce côté de la question. Vous êtes tous très grands. Donc, ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Alors, on peut commencer avec un certain nombre de renards, mais ils seront affamés. Hein, et ils vont mourir et le nombre va baisser. Et ça va tomber vers 0. Mais qu'est-ce qui va se passer si on a un certain nombre de lapins et un certain nombre de renards? Ici, par exemple, le nombre de lapins commence à augmenter, le nombre de renards aussi. Donc, les lapins mangent de l'herbe, donc ils augmentent. Mais les renards sont contents parce que les lapins augmentent. Mais là, ici, les renards commencent à augmenter et les renards sont trop nombreux. Donc, les lapins essaient de manger de l'herbe, ils essaient de se multiplier, mais ils ne vont pas assez vite. Donc, les renards ont mangé trop de lapins. Les lapins commencent à diminuer, c'est-à-dire que ça va dans ce sens, mais le renard continue à augmenter. Mais les renards ont été trop goinfres et ils ont mangé trop de lapins, donc il n'y a pas assez de lapins pour nourrir tous les renards, donc le nombre de renards commence à tomber. Mais si le nombre de renards tombe suffisamment, alors les lapins ne sont plus menacés, donc ils peuvent commencer à augmenter, ainsi de suite. Donc ça va dans une orbite périodique. Il y a une quantité importante dans le dessin que tu fais, que le physicien aime beaucoup, c'est la notion de période. Il va falloir un certain temps pour faire le tour, et ça va être la notion de période. Et ce qu'on voit, c'est que si à un certain moment, en ce point-là, il y a une tornade ou des maladies qui diminuent le nombre de renards très rapidement, à cause par exemple de la foudre qui tue 10 renards, on va tomber ici, et très vite, on va revenir sur la même courbe, et donc on va avoir une évolution avec la même période. C'est encore la stabilité de notre période de jour. Voilà, donc ça c'est un point très fort du cycle limite, et qui a beaucoup d'exemples en biologie, par exemple l'évolution de la période de vibration des neurones. On a des neurones qui normalement vibrent à une certaine pulsation, à une certaine période, et bien ils sont synchronisés très rapidement, et donc si on les perturbe, ou si on va par exemple, on prend l'avion, on est habitué à la période de 24 heures, à partir de quelques jours, on se restabilise sur une période bien précise. Sauf que, ça se passe en dimension 2, et beaucoup de personnes ont un peu exagéré ce modèle qui fonctionne qu'en dimension 2. Et dès qu'on passe en dimension supérieure, il n'est pas rare qu'on rencontre des situations chaotiques comme le billard. Et donc tout le travail du mathématicien consiste précisément, ou du physicien d'ailleurs, consiste à trouver la part des choses entre un mouvement périodique ou chaotique. Donc tout le problème, c'est de faire la part des choses entre, pour faire chic, on dit entre l'harmonie et le chaos. Hein? Ce qui a popularisé vraiment le chaos, l'effet papillon, c'est la découverte de Lorentz, l'attracteur étrange. Le fait que quand on prend un mini modèle réduit de météo avec juste 3 degrés de liberté, on obtient un comportement très difficile à prévoir. Et implicitement, il y avait l'idée, si avec 3 degrés de liberté déjà on a ça, alors que dire quand on a le vrai système complet? Mais si ça se trouve, justement, c'est parce qu'on a gardé que 3 degrés de liberté que ça devient imprévisible. Et qui est-ce qui est plus courant? Le chaos ou le régulier? C'est vraiment un enjeu vraiment majeur aujourd'hui, quoi. Est-ce que plus souvent, il faut s'attendre à des choses chaotiques, ou plus souvent à des choses régulières? Je pense que Tadashi a certainement raison pour une raison très simple, c'est que pendant des siècles, on n'a jamais vu le chaos. Et si on ne l'a pas vu, c'est peut-être qu'il n'est pas si fréquent que ça. J'arrive pas à faire le cri de la grenouille. Hein? Ouais. Non, c'est pas ça. Non, ça va pas. Toute ta vie mathématique. Voilà, c'est toute ma vie mathématique. Toi. Alors, on va voir si je revois tout. Alors, Un nœud de trèfle, ici. voilà, ici. Le nœud de trèfle. L'utilisation de cet ordre-là. Ah, ça, c'est du Poincaré pur cru. C'est un sujet Ça, c'est d'une du actualité Poincaré. incroyable. Ça aussi, c'est pur cru. Poincaré. Bon, alors donc ton rêve, c'est ça. Ah, ça c'est un bon rêve, si je...
J'aime bien tes rêves. Ok. Oui, c'est bien. Voilà, très bien. Tu mélanges tout, quoi. Tout, dans la même figure, quoi. Oui, ça c'est un portrait de ma vie. Très, voilà. Avec un signe Alberto. Pas comme Picasso, mais comme Albert. Comme Picasso. C'est plus compréhensible que Picasso parfois. Alberto. S'il te plaît.